tout est mort. Pour Léa, tout est mort. Tout est fini. On n'a plus rien. La base nous tout arraché. Moi, je pense que depuis que le CSG s'est implanté à Kourou, pour les victimes, moi je dis, les expropriés, ça n'a été que déchirement, et que des lots de péripéties. Nous en parlions la semaine dernière, l'implantation du centre spatial guyanais a été vécue comme un véritable drame par les expropriés. Comment vivent aujourd'hui ces personnes qui ont laissé leur place à la fusée Ariane? Comment pensent-elles leurs blessures 50 ans plus tard? Les réponses, c'est maintenant dans Regard de Guyane. Bonsoir et bienvenue dans Regard de Guyane. Chaque semaine, nous partirons ensemble à la découverte d'un événement, d'une situation majeure dans l'histoire de la Guyane et dont les conséquences sont toujours d'actualité. Ce soir, nous revenons sur l'expropriation de ces hommes et de ces femmes pour l'implantation du centre spatial guyanais. Ils ont aujourd'hui 70 ans ou plus, ou sont les descendants directs des expropriés. Une poignée d'hommes et de femmes à avoir subi ce déplacement et dont le souvenir est toujours un traumatisme. Nous verrons pourquoi, 50 ans plus tard, leurs blessures sont toujours aussi douloureuses. Tout de suite, nous voyons ce reportage. On se retrouve juste après avec un spécialiste des traumatismes. À cause de la base, mais on est en prison. Quand je dis venant de la France, venant d'intellectuels, de gens, de psychologues, de sociologues, de tout ce qui s'ensuit, c'est pas possible. Moi, quand je dis, mais je ne veux pas connaître l'histoire de la Guyane, je ne veux pas connaître l'histoire du Kourou, plus particulièrement, je ne veux pas connaître l'expropriation, ce que ça veut dire. Il y a des gens qui attendent des mots expropriation comme ça, mais sans savoir, comme Oteka a dit, les conséquences. À cause de la base, plusieurs femmes, par exemple moi, ma belle-sœur, il y a beaucoup, ils ont fait une négature pour ne plus continuer à faire d'enfants. Où tu vas les mettre? C'est malheureux parce que moi j'ai rencontré des gens, j'ai vu des gens vraiment dépérir, qui n'avaient rien à faire, qui ne pouvaient même pas, me disaient tout 40, tout 50, même pas une coque, mon papa étant déchanté. En 1965, Kourou était une petite commune composée de 3 parties, l'Anse, la Savane et le Bourg. La région comprenait également de petits hameaux comme Malmanouri, Rener et Karwabo. En ce temps-là, les agriculteurs vivaient paisiblement sur des terres qu'ils travaillaient depuis des générations. Leur mode de vie créole était basé sur la culture itinérante sur brûlis, avec pour principale production le manioc. Ils pratiquaient également un élevage extensif, nécessitant un espace important, l'abatis. Et puis la technologie et la modernité sont arrivées. Starter de l'économie guyanaise, la fusée Ariane est aujourd'hui un formidable lanceur de satellites qui n'a rien à envier à ses rivales américaines ou russes. Depuis son premier lancement en 1979, la fusée compte aujourd'hui 227 vols à son actif et a encore de beaux jours devant elle. Mais pour implanter ce bijou de technologie dans le département d'Outre-mer, des expropriations ont été nécessaires. Alors, pour les agriculteurs de Kourou et de Malmanouri, il a fallu partir. Expropriés pour les intérêts de la nation, ils ont quitté leurs maisons, leurs bêtes, leurs abatis. Ils ont dû abandonner tout un mode de vie. C'est cet espace aménagé, pensé en fonction du mode de vie créole qui va être bouleversé par la décision d'implanter le centre spatial guyanais. Les agriculteurs de la Savane, de l'Anse et de Karwabo sont tous relogés dans un quartier de Kourou, les uns à côté des autres. Quant aux habitants de Malmanouri, ils sont déplacés à une vingtaine de kilomètres sur la petite commune de Sinamari. Comme à Kourou, les maisons sont étroites, très proches les unes des autres et en totale inadéquation avec la vie de ces agriculteurs attachés à leurs terres et à leur ancien mode de vie. Philippe Pertu, un habitant de Sinamari, passionné d'histoire, échange souvent avec les expropriés de Malmanouri. Émile, l'ouvrier Sainte-Marie, avait 48 ans à l'époque, il en a aujourd'hui 90. À l'annonce de l'expropriation, il a mal vécu la situation. Mais quand on est venu nous annoncer ça, on avait déjà des soupçons de ce déménagement-là. Puisqu'on avait déjà déménagé les jeunes Kourou. Je n'étais pas content de cette nouvelle.
pour me déplacer où j'étais. C'est à Mahanoï, je suis né à Mahanoï. Alors ça ne me plaisait pas de sortir de Mahanoï. C'était pas facile, surtout mes enfants. Ils ont souffert beaucoup de ce moment d'expropriation-là. Eh bien oui, quand vous sortez d'un endroit, vous avez un travail, vous avez un rapport financier et vous vous trouvez complètement démuni. Parce qu'on nous a expropriés sans aucun suivi. Vous pensez avec 12 enfants en charge, alors avec le peu d'argent qu'on nous avait donné, on avait même attaqué le SNES en procès, mais ça ne nous a pas apporté grand-chose. Pour les expropriés de Sinnamary, le choix leur a été donné d'accepter un dédommagement ou de s'installer dans de petites maisons. Une maigre compensation pour Henri Compas, qui n'avait alors que 32 ans et déjà 11 enfants. À 83 ans, il livre à Philippe Pertu ses souvenirs, mais aussi ses regrets. Si je suis malheureux, je suis toujours à l'aise. Je n'ai pas tout le droit d'y aller à la chasse, aller faire tout ça tout le temps. Je suis allé tuer, je suis tuer par 4-5 agoutis, chaque nuit, biche, cochon bois. Moi, je vais dans le cochon bois, je prends 2 cochons, je choisis un cochon bois. Je prends 2, obligé de tout payer, couper, tirer, trip, mettre dans 4 d'eau, pour pousser le mauvais question dans oui, à l'époque, c'était la bonne vie. À l'époque, c'était la bonne vie. J'ai fait 64 cases d'expropriation. Alors, ça qui prend sous marqué, il ne pas prendre case. Ça qui prend il y a le choix. Si tu as le sous marqué, tu vas prendre tout sous marqué. Si tu as le case, il va battre tout case. Il va nous faire petit carré casa, ça petit carré la quoi, mais juste ça, il va. Il y a 2 chambres à coucher, les 2 voisins, les chambres étaient collées, c'était un contrat pour des gens. À l'époque, ça pas de quoi couturer comme ça, pas de quoi gagner tout et tout ça, à m'occuper de tout. Si Henri Compas regrette un mode de vie, c'est surtout le manque de liberté qui lui pèse aujourd'hui. On était plus à l'aise, mais maintenant, on est vraiment privé de tout. Vraiment, on est privé de tout. On ne peut pas aller à changement, on ne peut pas à la chasse, ça dépend d'aller avec un fusil, on ne peut pas faire absolument rien. Alors, il y a ma mobilette, ma bicyclette, tout est là, la bicyclette, tout est là. On ne peut pas aller pièce côté à présent. Alors, passer moyen, ou là, on peut vivre, tout simplement, à la volonté. Vivre à la volonté. Bon, parce que papa même bien marché, bon, je peux m'écrire à l'air, je peux finir à l'air moi-même. Alors, je peux prendre le temps que j'ai vu. L'expropriation n'est pas jamais bien fait pour nous. Puis nous contents. Tout le temps, je peux parler de ça. Je peux dire, moi, dans une prison. Moi, dans une prison. À cause de la base, mais nous, dans une prison. Ils ont tout perdu. Et ça a généré quand même de la souffrance psychologique, puisqu'il y a des personnes qui se sont retirées et qui se sont même laissées mourir. Parce qu'il n'y avait pas cet attrait de dire aujourd'hui je me lève, je vais traire les vaches, je vais à la bâtie, je vais faire de la cueillette, je vais couper du bois, je vais recueillir, je vais moudre la canne pour avoir du sirop, etc. Je vais vendre pour pouvoir avoir des subsides parce qu'il n'y avait pas l'allocation familiale. Vous voyez, les parents, quand un avait, il y avait pour tout le monde. Et jamais quelqu'un était démuni de quoi que ce soit. Il y avait toujours ce partage, c'est l'esprit du partage. Ce qu'aujourd'hui, avec l'évolution, je crois que ça a totalement disparu. 50 ans plus tard, les maigres dédommagements ne peuvent faire oublier la manière dont les choses se sont passées et psychologiquement, les douleurs sont toujours présentes. Pour les habitants de Lens et de la savane de Kourou, le déplacement est plus dur encore. Le choix n'est pas donné de prendre terre ou argent, ils sont d'office installés à Kourou, dans un quartier appelé la Cité du Stade, où seul le nom des rues rappelle les terres disparues. Edgar Chochot avait 9 ans quand ses parents ont dû laisser leur place à la fusée Ariane. Quand on leur a annoncé qu'il fallait partir, quitter
tout ce qu'ils avaient, hein, et puis venir à la cité du stade, d'où ils allaient être confinés dans un petit logement associé aux poulets et aux cochons. Donc ça a été une situation invivable et ingérable. Beaucoup se sont retrouvés dans cette cité, hein, sont morts de chagrin. Puis d'autres, n'ayant plus d'activité, sont tombés dans la déchéance, sont morts à cause de l'alcool, dans une déchéance absolue. Et puis voilà, je vous dis, moi qui l'ai subi, je suis tout à fait déchiré par rapport à cette expropriation. Les agriculteurs ont vécu dans une souffrance indicible ces événements. On peut bien entendu, comme je l'ai fait, évoquer des intérêts majeurs, ceux de la nation. Il n'empêche que l'on a affaire à des hommes et à des femmes que l'on a arrachés à leur terre, à la vie qui était la leur, à une vie où on connaissait des moments paisibles, des moments heureux, comme dans toute vie, dans toute société. Et l'expropriation, et plus encore l'installation dans des conditions inconfortables, dans des conditions inappropriées à la pratique de l'agriculture, a constitué dans la vie de ces hommes et de ces femmes une rupture qui a traumatisé, le mot n'est pas trop fort, qui a traumatisé ces agriculteurs, ces familles, et qui a laissé jusqu'à aujourd'hui des traces. Et parfois même des traces physiques, comme pour le père de Juliana Chauchot, dont les cheveux sont devenus blancs en une nuit, tant le choc de l'expropriation fut important. Il en a pleuré, il en a souffert toute sa vie jusqu'à son départ, à 88 ans, voire 89. Un article dans la presse locale lui est d'ailleurs consacré. Il raconte comment sa vie a basculé lorsqu'à 46 ans, le CSG lui annonce son expropriation. La petite maison qui lui est allouée à l'époque avec sa famille n'a pas changé en 50 ans. S'il s'en est accommodé, le plus dur pour Alfred Chauchot fut ailleurs. Et c'est là qu'il était vraiment malheureux. Quand il a vu mourir ses bêtes, quand il a vu vraiment tout ce qui lui arrivait, en fin de compte. Hein. La petite chambre qu'il avait, parce qu'il était un assez costaud, il ne pouvait même pas se remuer dans la pièce, il n'avait même pas 3 mètres sur 3 mètres. Il était vraiment malheureux. Et malheureux, hein, quand je vous dis malheureux, à en pleurer, à ne pas manger, à rester calculé, réfléchir. Moi, je l'ai vu. Et il poussait son chapeau à l'arrière, et puis il restait, il disait, bon, regardez côté la base, mettez-moi. Et non, il a beaucoup souffert. Moi, je les ai vus dépérir, hein, les mamies, mes grandes-tantes, mes grands-parents, enfin, tous les habitants de la cité du stade. Et ils te disaient, là, j'ai chaud. Ah, si moi, t'es à mon habitation. Ah, beau fille, regardez, si tu as des 10 frères, etc. Donc, ils n'avaient plus rien. Ils n'avaient même pas des œufs. Parce qu'ils n'avaient plus leur poule, alors que c'est un élément de base pour nous. L'expropriation n'a pas été pensée du tout. On a pensé le dégagement de l'espace nécessaire pour l'implantation de la base spatiale. Le reste est secondaire. Mais ils auraient pu faire une étude, parce que quand même la France avait des têtes pensantes, des politiques de valeur, de grande valeur. Donc faire une étude, savoir qu'on déplace une famille, mais pas du bétail. La colère des expropriés est toujours perceptible 50 ans plus tard. Et pour cause, les conditions dans lesquelles ils vivent aujourd'hui sont exactement les mêmes qu'à l'époque. Si les maisons ont été désamiantées, beaucoup d'entre elles n'ont pas été réhabilitées par le CNES et la municipalité de Kourou. Difficile pour les habitants ou leurs descendants d'oublier l'expropriation dans ces conditions. C'est le séjour, hein, en fin de compte, c'est pas un salon. Bon, après, tout à chacun à modifier ou bien installer ses meubles comme il le conçoit. Donc là, c'est la cuisine, hein, vous voyez comment c'est fait. Donc c'est pour ça que je vous disais, il faisait très chaud, on a très peu d'ouverture. Donc c'est là, voilà, hein, c'est là qu'il fallait faire à manger. Ben, le petit évier, c'est resté à l'état initial, hein, c'était ça, quoi. Et puis à l'époque, c'était un petit débarras pour... Vous voyez la grandeur de la pièce. S'ils étaient à 5-6, bon, peut-être il y avait une pièce
une chambre à coucher en plus, mais la structure des maisons en elle-même est restée identique, quoi, sont les mêmes. Donc un petit couloir, WC, puis les toilettes. Hein. Il a essayé d'améliorer, mais je vous dis c'était encore pire. Et puis à l'époque, comme c'était des éleveurs, ils avaient leurs poules et leurs cochons. Donc voilà ce qu'on leur avait donné pour mettre leurs poules. Donc on devait habiter avec les poules et là les cochons. Vous voyez la surface? C'est vraiment ce que je vous dis. Bon, le mot est fort, c'est vraiment du foutage de... Vous voyez, voilà. C'est comme si on le mettait à mourir à petit feu. Il y a chez les agriculteurs, chez les familles créoles qui sont frappées par la décision d'expropriation, il y a incompréhension, désarroi et colère. Pas tant devant la décision d'expropriation. La plupart des personnes concernées comprennent qu'il y a là des intérêts qui touchent à ce qui est essentiel en ce temps-là pour la nation française. Ils sont en colère, complètement désemparés devant les conditions de l'expropriation, devant les conditions notamment de réinstallation. Car pour ces agriculteurs, pour ces familles d'agriculteurs, il ne s'agit pas d'un simple déménagement, mais d'un bouleversement inattendu de ce qui est essentiel de leur vie. Il s'agit de changer d'espace, changer de lieu de production pour des lieux non choisis, imposés par les décideurs de l'expropriation. Edgar Chochot revient sur les lieux de ce qui fut l'habitation familiale au moment de l'expropriation. Une maison dont les souvenirs provoquent encore de la colère. Donc voilà, hein, c'est la maison d'où j'ai grandi, c'est là qu'habitaient mon père et ma mère, mes parents. On vivait pratiquement à l'étroit. Hein. Je prends le cas de ma famille, où nous étions à 7 enfants. Donc il y avait, je dirais, 3 chambres exactement, enfin 4. C'est un petit local débarras où il y avait la chambre des parents et puis deux autres chambres qui se partageaient pour les 7 enfants. Hein. Voilà la situation. Donc je vous dis, la vie était vraiment difficile. Je dirais pas misérable, mais difficile dans cette situation que nous avions laissée à l'époque. Dommage, moi j'ai pas les photos. Hein. À l'époque, les grandes personnes ne faisaient pas des photos où la maison valait 2 fois, 3 fois plus que ce poulailler, je dirais pas, cette cage à pigeons. Voilà. Où nous, on avait, je dirais pas le grand standing, mais on avait une vie quand même confortable. Une maison traditionnelle où nous, on dormait c'était plancher, on dormait à l'étage. Donc il n'y a rien de comparable. Et la plupart des gens expropriés avaient quand même cette largesse de vivre à la campagne par rapport à ce parc à cochons qu'on les a mis, qu'on les a installés à la Cité du Stade. Voilà. Donc, comme vous voyez, il y a d'autres qui ont été réhabilités par la municipalité, l'ancienne municipalité, mais il y a un travail conséquent à faire. Si vous voyez l'état des rues, les passages piétonnes, tout a été abandonné, envahi par le sable. L'éclairage public fonctionne même pas à moitié, mais il y a plus de 50 ans. Mais je dis, il n'est jamais trop tard pour bien faire. En associant tous les acteurs, que ce soit le CNES, le préfet, tous les organismes de bonne volonté qui sont prêts à aider à la réhabilitation. On pourra peut-être donner
une autre image de la cité du stade. On a demandé à ce que ça soit repris, que s'il fallait ratiboiser, tout casser, refaire avec des petites maisons individuelles, essayer de loger chaque personne individuellement, est-ce que c'était possible? Parce que on a remarqué que le centre spatial avait des retombées économiques importantes et positives. Et ça n'a jamais été fait. Donc ça a été un combat politique, un combat où tous les hommes politiques qui sont passés ont décidé que ça aurait été leur combat, etc., qu'on allait essayer de faire au mieux. Rien n'a été fait. Donc on s'est constitué en association et nous avons essayé de faire au mieux pour la réhabilitation des maisons. Nous n'avons pas été tellement consultés pour voir un petit peu comment ça se passait. Les choses se sont faites au niveau politique. Et quelques maisons ont été réhabilitées, les autres ne le sont pas. Et ce que nous souhaitons, c'est que, enfin, aurait souhaité, c'est que la cité du stade soit prise en compte dans sa globalité. Et c'est un des projets que l'actuel maire de Kourou entend mettre en place. Maintenant, on va partir sur un projet de réhabilitation sur l'ensemble de la cité du stade. Et ça, ce travail doit être fait pas uniquement entre le maire de Kourou et le CNES. Il faut les services de l'État, il faut aussi donc le bailleur que nous avons à Kourou, c'est la Simco, et puis bientôt donc avec aussi la CTG, j'espère dans quelques mois. Ce qui est important dans ça, c'est que c'est un dialogue que nous avons pu instaurer au bout de 60 ans, après 60 ans d'expropriation. Aujourd'hui, c'est une solution, c'est une première solution. Je veux dire que c'est un premier combat gagné sur la rencontre entre le CNES, la population et bien entendu la commune de Kourou. Une démarche nécessaire, mais qui n'enlève rien à la colère ni à la douleur des habitants au regard de cette nouvelle vie qu'ils n'ont pas choisie. La base m'a mis dans la misère. Détruit, nous a détruit. La base nous a détruit. Moi, personnellement. Enfin, tu vois, tu regardes, tu vois comment on est l'un sur l'autre. Oui, mais je ne demandais pas de nous mettre loin comme ça, par exemple, mais au moins individuel. Il fallait séparer la maison. Alors, enfin, on fait que passer, alors là, il est trop tard, ma chérie. Tu me fais parler, mais c'est trop tard. Tu me fais parler, mais c'est trop tard. Souvent dans les sociétés humaines, lorsque la souffrance est trop grande, parfois on en vient à ne pas vouloir l'évoquer, à ne pas vouloir charger les générations qui viennent après de ce poids-là. Ou bien alors, on l'évoque constamment, le traumatisme devient un élément essentiel de la vie. J'aurais voulu qu'on en reparle, déjà en parler, faire un travail de mémoire, peut-être expliquer aux jeunes pourquoi ce quartier s'appelle Savane, pourquoi ce quartier s'appelle Lens. Les gens qui y habitent ne le savent même pas. J'aurais souhaité, par exemple, une espèce d'écomusée, un espace pour pouvoir retracer la vie d'antan. À Kourou, comment était Kourou? Parce que ça, on peut le faire. Parce que ce que moi j'aurais voulu, c'était avant mon départ, de faire un livre sur ça. Depuis ma naissance, et puis surtout la période d'expropriation. Je ne demande pas que réparation soit faite, mais au moins qu'il y ait une histoire, qu'on pense à cette cité du stade, aux personnes qui ont vécu, je pourrais même dire, une tragédie. Il faut que beaucoup de personnes qui arrivent ou bien qui repartent sachent qu'il y a une histoire à Kourou, et qu'on puisse un jour en parler ouvertement. Nous devons, au-delà de l'évocation des intérêts nationaux, nous devons garder à l'esprit l'existence de ces hommes et de ces femmes qui ont construit la Guyane la Guyane d'après l'abolition de l'esclavage, qui ont construit la Guyane d'avant la départementalisation et encore cette Guyane d'avant l'ère spatiale. Ces hommes et ces femmes doivent rester dans la mémoire collective comme des bâtisseurs de la Guyane des années 60. Résignés, les déplacés d'Ariane ont fini par refaire leur vie tant bien que mal, même si l'expropriation a laissé des cicatrices qui ne se fermeront jamais et des douleurs psychologiques que rien n'effacera. Pour cette poignée d'hommes et de femmes, le plus important aujourd'hui reste avant tout la mémoire.
celle d'une expropriation pour la gloire de la France et celle de leur sacrifice pour que le progrès avance.